c'est assez juste, c'est-à-dire qu'en fait, ces auteurs, quels qu'ils soient, d'ailleurs par exemple Heidegger aussi, qui est mort quand même au début des années 80, n'a rien écrit, enfin il a écrit un peu sur Rilke, auteur du XXe siècle, mais sinon tous ces exemples sont l'Antiquité grecque, les auteurs Van Gogh au plus haut. Il y a Rilke en littérature, sinon il n'y a rien sur le XXe siècle, c'est aussi des gens qui ont un certain mépris, il faut le dire, c'est le cas d'Heidegger pour les œuvres d'art du XXe siècle. Alors il y a aussi ce défi du présent, qui est d'ailleurs un vrai défi, pas seulement de ce point de vue des champs explorés, mais c'est un vrai défi philosophique, anthropologique en général, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'une œuvre d'art du passé est encore actuelle pour nous. Il y a un petit texte de Gadamer qui s'appelle L'actualité du beau, enfin, le beau étant une catégorie sans doute interrogée, mais il pose au moins cette question de savoir pourquoi des œuvres d'il y a 2000 ans sont encore présentes et nous parlent encore aujourd'hui. Enfin, donc il y a aussi en effet cette idée qu'une œuvre finalement, qu'elle soit égyptienne il y a 3000 ans en Jésus-Christ, elle est toujours dans un présent, dans une approche de notre présent. Donc il y a aussi cette dimension-là qu'il ne faut pas nier. Là je suis un peu massif, mais ils ne sont pas tous comme ça, il y a des gens qui font une analyse assez fine. Alors par exemple, par rapport au modèle dont je parlais, cette question-là ne se pose pas du tout pareil, c'est pour ça que j'insiste un peu, de façon peut-être un peu didactique. Par exemple, cette question du présent et de l'histoire, d'une certaine manière, de l'histoire de l'art, comment se fait l'histoire de l'art et de notre histoire par rapport aux œuvres du passé, c'est que par exemple en psychanalyse, la question ne se pose pas. C'est-à-dire que pour les psychanalystes, quelle que soit leur obédience, l'intention n'a pas d'histoire. C'est quelque chose d'universel, c'est quelque chose qui appartient à tous les hommes depuis qu'il y a des hommes. Donc l'intention traverse le moment historique, on retrouve toujours la même chose. La mort, l'amour, les problèmes qu'on a humains, universels, et que tous ces problèmes inconscients n'ont pas d'histoire. Les êtres humains ont une histoire individuelle, ou les sociétés, mais selon les psychanalystes, cet inconscient n'a pas d'histoire. Donc il se retrouve aussi bien en Égypte qu'en Australie, qu'au XXe siècle, qu'au XVe. L'inconscient est structuré de la même manière. Donc du coup, la question de la lecture au présent, d'une certaine manière, parce que pour un psychanalyste c'est toujours évident, puisque c'est toujours présent. Sur l'inconscient du type qui a fait les pyramides ou je ne sais quelle peinture égyptienne, le scribe qui est assis et qui écrit au Louvre, c'est toujours parlant pour moi au XXe siècle, parce que l'inconscient que je partage avec ces hommes est toujours le même. Donc là, il y a une réponse d'une certaine manière toute faite par le psychanalyste, qui exclut, pas tous, mais la première vague des Freudiens a exclu que l'histoire de l'art, l'histoire des formes, pouvait avoir une influence sur l'inconscient. Alors ça a été ensuite battu en brèche par d'autres, Lacan, notamment Rosolato, mais disons que c'est ça un peu le modèle. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes modèles, c'est pour ça qu'il est intéressant de voir que selon le modèle où on part, la lecture est vraiment conditionnée par ça. Oui, parce qu'en même temps, s'il y a cette ahistoricité de l'idée même de la structure d'inconscient, il y a ce crédit donné à la micro-histoire qui est celle du sujet de la relation esthétique, précisément. C'est-à-dire que c'est ce déplacement-là, cette sécularisation du sujet qui permet aussi cette redistribution. Tu as plusieurs formules qui prennent d'ailleurs sur dans plusieurs des domaines des trois domaines que tu explores, qui reviennent toujours à cette question-là, du général et du particulier, en gros, ou quelque chose de ce genre. Donc ça, c'est quand même une caractéristique importante, encore une fois, de la modernité, et que servent, malgré ce que tu en dis, ces pratiques théoriques, de présentifier quelque chose de l'expérience esthétique, de la singulariser, de la subjectiver, alors avec des débats qui n'allons pas trop loin pour l'instant dans ce débat-là, on reviendra peut-être tout à l'heure, mais est-ce que ce passage d'une grande histoire à une histoire individuelle, c'est pas ça la conquête de la modernité? Enfin, un titre... il est certain que si on prend la psychanalyse, il est évident que pour Freud, enfin les psychanalystes en général, la conquête évidente, c'est de cette espèce de mise au jour, découverte c'est peut-être un peu trop fort, mais cette espèce de mise au jour de l'inconscient, et que donc on accède à la subjectivité de certaines personnes, ou d'un groupe, ou d'une communauté, parce qu'il y a aussi la dimension collective de l'inconscient. Et donc il y a en effet cette idée que le sujet moderne du XXe siècle, vu du point de vue de l'inconscient, évidemment là c'est quelque chose de complètement moderne, qui n'avait jamais été présenté comme cela à travers les siècles, même s'il y a eu quelques auteurs 18e, 19e. Le mot inconscient existait déjà avant Freud depuis bien longtemps, mais ça n'avait jamais été systématisé et exploré de la façon dont l'a fait Freud. Donc il y a aussi cette idée qu'en effet surgit un nouveau sujet, qui est un sujet avec un inconscient. Donc c'est très simple, à partir du moment où je sais
de façon, disons, assez scientifique au sens freudien que 6 mois au XXe siècle j'ai l'inconscient, donc tous les hommes ont eu un. Donc ça veut dire que tous les artistes qui ont produit des œuvres, quelles qu'elles soient, donc leur inconscient, d'une façon ou d'une autre, est passé dans ces œuvres. Donc je suis en droit, en tant que psychanalyste, si je fais une lecture littéraire ou plastique d'une œuvre, de tenter éventuellement de retrouver quelles sont ces structures inconscientes d'une œuvre, puisque de toute façon, si c'est produit par des hommes et que tous les hommes ont le même inconscient, je suis sans doute, il y a la possibilité de retrouver quelque chose. Donc il y a bien cette idée de redéfinir ce qu'est le sujet moderne. La psychanalyse, bon, c'est un cas très particulier. Le cas de la sémiotique, alors ça c'est encore autre chose, puisque la sémiotique estime en effet qu'il y a une histoire en effet des signes. Là on n'est plus dans la transhistoricité, là on est dans une histoire des formes, etc., des signes. Mais alors ce qu'eux ils font, c'est très important à noter par rapport à cette question du sujet, c'est que ce qui les intéresse dans l'œuvre d'art, ce n'est pas le sujet qu'il a fait, c'est la structure de l'œuvre. C'est-à-dire qu'on exclut le sujet, sauf chez quelques auteurs, mais ce n'est pas le sujet qui est au centre, c'est l'œuvre elle-même, et donc on exclut à la fois les sujets qui ont créé, les créateurs. Il n'y a pas de, par exemple, de sémiotique de la création. Il y en a un petit peu, mais pas beaucoup, c'est quelque chose qui ne les intéressait pas du tout. Et il y a très peu aussi de sémiotique de la réception des récepteurs. Il y en a un petit peu aussi, mais ce n'est pas ce qui les intéressait. Ce qui les intéresse, c'est ce qu'entre les deux, c'est l'objet, c'est l'œuvre, et ses fonctionnements, et donc de savoir, en dehors de tout sujet, pas en dehors de toute histoire, mais en dehors du sujet, ou de l'histoire